Damien Foster, un ancien ranger fauché, dépense son dernier dollar pour acheter une cabane délabrée isolée. Il pousse la porte et se retrouve immédiatement face à un fusil pointé sur lui. La femme qui le tient est Vanessa, une inconnue enceinte, tremblante mais désespérée. Le chef des chiens policiers de Damien, chef K9 de Damien, réagit en une fraction de seconde. Il se jette en avant tel un flou de fourrure et de dents, tous ses muscles tendus, prêts à déchiqueter la menace. Mais alors l'impensable se produit. Lorsque Vanessa baisse son arme, le chef s'arrête net. Le grognement sauvage meurt dans sa gorge, remplacé par un gémissement confus. Il ignore Damien, s'approche et pousse sa tête vers la main de la femme. Damien est figé, son chien n'est loyal qu'à lui. Pourquoi réconforte-t-il cet inconnu qui vient de menacer sa vie? Il regarde attentivement la vieille chemise en flanelle qu'elle porte et son monde s'écroule. Merci de nous soutenir en vous abonnant à la chaîne. Le vieux moteur de la camionnette émet un gémissement métallique tendu alors qu'il tire le poids d'une vie réduite à une remorque de 3 mètres. Les pneus patinent dans la boue de ce que la carte des enchères du comté avait optimistement appelé une route McTack d'Ar et d'Assa Coupiard, mais qui n'était en réalité que 2 ornières profondes creusées dans la forêt de pins infinis de l'Idaho Panhandle. À l'intérieur de la cabine, Damien Foster agrippe le volant, les jointures blanchies. À 40 ans, il a vécu les 3 derniers mois comme une décennie de vie difficile. Ses cheveux bruns, autrefois coupés courts selon la tradition des Rangers, étaient désormais trop longs et les tempes grisonnantes avaient commencé à envahir rapidement son cuir chevelu. Son visage maigre et buriné était figé dans un masque d'épuisement tendu, les rides autour de ses yeux trahissant un manque de sommeil profond. Il n'avait pas vraiment dormi depuis. James, à côté de lui, silencieux et vigilant, était assis. Le chien était un berger allemand de 5 ans, mais sa couleur était plus proche de celle d'un loup que de celle d'un chien de race standard, un magnifique mélange de poils gris argentés et blancs. C'était un grand animal, aux os lourds et puissants, mais il se comportait avec la dignité tranquille d'un professionnel. Un chef K9 à la retraite était extrêmement loyal mais réservé. Il offrait pas de baisers, baveux et n'exigeait pas d'attention. Sa dévotion était une présence calme et constante, une compréhension mutuelle forgée au cours de longues nuits de patrouille et cimentée dans le silence vide qui avait suivi leur retour à la vie civile. Le regard de Damien passa de la piste boueuse au chien. « On y est presque, Buddy », murmura-t-il d'une voix rauque. Les oreilles de Chief remuèrent, mais ses yeux restèrent fixés sur les arbres devant eux. Il était toujours en alerte. Le cliquetis de l'attelage de la remorque U-Haul était un rappel constant et douloureux de son échec. Tout ce que Damien Foster possédait se trouvait dans cette boîte. Ses outils, ses vêtements, les quelques photos qu'il avait récupérées et le drapeau américain plié des funérailles Bonsor de son père. L'entreprise Foster Brothers Construction avait disparu, dévorée par les avocats et les créanciers en quelques semaines. La faillite n'avait pas été un événement unique, mais un effondrement lent et écrasant. Tout avait commencé le jour où James était mort, 3 mois auparavant. Damien serra la mâchoire jusqu'à en avoir mal aux dents. Le rapport officiel avait conclu à un accident, un simple accident de voiture par une nuit claire. Son jeune frère, sa seule famille, était parti. James, l'optimiste, celui qui s'occupait de la comptabilité et charmait les clients pendant que Damien construisait les maisons. Après les funérailles, Damien avait essayé de maintenir l'entreprise à flot. Mais le chagrin était comme un brouillard et les chiffres ne tombaient jamais justes. Il constatait des irrégularités, des retraits étranges, des clients en colère dont il n'avait jamais entendu parler. Il s'était avéré que James, son frère joyeux et apparemment irresponsable, était celui qui maintenait tout ensemble. Sans lui, toute la structure s'était effondrée. Cette cabane, achetée sans la voir lors d'une vente aux enchères du comté, était le bout du chemin. C'était le dernier de son argent, un pari désespéré sur un nouveau départ. Un endroit si isolé que les fantômes de son passé pourraient enfin lui donner la paix. Un endroit pour reconstruire, ou peut-être juste un endroit pour arrêter de tomber. Le camion franchit une dernière montée et le chemin déboucha sur une petite clairière envahie par la végétation. Il tourna la clé et le grondement laborieux du moteur s'éteignit, laissant place à un silence profond et inquiétant. « Ça y est, dit Damien, plus à lui-même qu'au chien. Il regarda à travers le pare-brise, son espoir se transformant en un œuf froid et dur dans son estomac. La photo granuleuse, vieille de 10 ans trouvée sur Internet, montrait une charmante cabane rustique. Mais la réalité était un cauchemar. Ce n'est pas une maison à rénover, mais une ruine. La structure était délabrée, pourrissant dans la terre.
Le toit du porche s'affaissait à un angle irrégulier, soutenu par à peine plus que des souvenirs. Le revêtement, là où il pas manquait complètement, était déformé et gris, recouvert d'une mousse verte d'aspect malsain. L'une des fenêtres avant était un trou vide et irrégulier, bouché par un sac poubelle en plastique qui claquait faiblement dans la brise froide de l'automne. Une vague de déception amère et écrasante submergea Damien. Il avait encore échoué. Il avait dépensé son dernier dollar pour un tas de bois pourri. Il resta assis là pendant une longue minute, la cabine du camion lui semblant être le seul endroit solide qui restait au monde. Il ferma les yeux, son entraînement de ranger lui criait d'évaluer, de s'adapter et de surmonter, mais le civil en lui voulait juste de faire marche arrière et de rouler jusqu'à ce que l'essence soit épuisée. Il poussa un long soupir tremblant et tendit la main vers la poignée de la porte. « Bon, voyons les dégâts. » La portière du camion grinça en signe de protestation lorsqu'il la poussa pour l'ouvrir, le bruit étant anormalement fort dans le silence de mort. Il balança ses jambes hors du véhicule, ses bottes de combat usées s'enfonçant dans la boue molle. L'air était vif et froid, transportant l'odeur des pins et de la terre humide. Il se retourna pour laisser sortir Chief. « Allez, mon garçon, viens. » Chief ne bougeait pas. Bougeait pas. Damien siffla doucement, le commandement sec à 2 notes qu'ils utilisaient depuis des années. Le chien resta rigide, parfaitement immobile, sur la banquette. Une vibration faible, à peine audible, commença au fond de sa poitrine. Ce n'était pas un aboiement, mais un grondement de profonde méfiance. Damien se figea. Il connaissait ce son. « Chief, qu'y a-t-il » Il observa son chien. Les poils le long de la colonne vertébrale de Chief, les poils hérissés de ses épaules à sa queue, se dressèrent lentement. La tête du chien avait la tête baissée, ses yeux intelligents fixés sur la cabane, son nez noir frétillant alors qu'il humait l'air. Il ne regardait pas la fenêtre cassée ni le porche affaissé, il évaluait. Au cours de toutes leurs années de service, puis dans le désespoir silencieux des derniers mois, Damien avait appris à faire implicitement confiance à l'instinct du chien. Le chef n'était pas un animal nerveux, c'était un chien policier dressé. Il signalait les menaces, il ne les inventait pas. N'inventait pas. Damien retira lentement et silencieusement sa main de la portière du camion et la posa près de sa hanche, là où se trouvait habituellement son pistolet de service, un réflexe inutile, car il n'était pas armé. « Qu'est-ce que tu vois, Buddy » murmura-t-il. Ses propres sens se réveillèrent, son entraînement de ranger endormi refaisant surface à travers le brouillard de sa dépression. Il scruta la lisière des arbres, vérifia les buissons envahissants. Rien. Aucun mouvement, aucun bruit, à part le vent dans les pins. Il regarda à nouveau Chief. Le chien n'avait pas bougé, bougeait pas, mais son grognement grave s'était intensifié, devenant un avertissement clair et net. Il se tenait en position défensive, prêt à s'interposer entre Damien et ce qui se trouvait dans cette cabane. Damien suivit le regard intense du chien. Pas vers la porte, pas vers les fenêtres sombres et vides, mais plus haut, vers la cheminée. De la pile de pierres de rivière en ruine, un filet de fumée pâle, presque invisible, s'élevait dans le ciel gris de l'Idaho. Le cœur de Damien battait à tout rompre, contre ses côtes. La cabane n'était pas vide. Quelqu'un brûlait son bois de chauffage, vivait dans sa cabane, envahissait le dernier endroit sur terre qu'il pouvait encore considérer comme sien. Le silence dans la clairière était absolu, seulement rompu par le vent qui soufflait dans les pins et le grondement grave et régulier dans la poitrine de Chief. La main de Damien, qui reposait sur la porte du camion, se déplaça instinctivement vers sa hanche, ses doigts se refermant sur du vide. Le poids fantôme de son arme de service était une sensation qu'il n'avait jamais tout à fait perdue. Il força sa main à s'ouvrir, fléchissant d'abord ses doigts. « Contrôle l'animal, Chief, calme-toi. » Sa voix était un ordre bas, à peine plus qu'un souffle. Le grognement du chien ne s'arrêta pas, cessa pas, mais s'atténua jusqu'à devenir une vibration que Damien pouvait plus sentir qu'entendre. Chief restait rigide, statue gris-blanc, d'intention pure et concentrée. Damien sortit du camion en gardant le châssis entre lui et la cabane. Sa formation de ranger, enfouie sous des mois de chagrin et de paperasse, refit surface. Il avança accroupi, ses bottes ne faisant presque aucun bruit sur le sol humide. Il approcha pas de la porte, mais la contourna en utilisant les buissons envahissants comme couverture, jusqu'à ce qu'il soit plaqué contre les rondins couverts de mousse du côté aveugle de la cabane. Il écouta. Rien. Pas de voix, pas de mouvement, juste le crépitement faible d'un petit feu. Il se fraya un chemin jusqu'au coin et jeta un coup d'œil. La porte d'entrée était vieille, faite de lourdes planches de bois, et légèrement entr'ouverte, par négligence ou par désespoir. Il prit une profonde inspiration,
retint son souffle et avança en 3 pas rapides et silencieux. Il traversa le porche affaissé et se retrouva devant la porte. Il posa sa main à plat contre le bois et poussa. Un long grincement agonisant de vieilles charnières protestant dans l'air humide déchira à travers la clairière. Il sursauta, s'attendant à entendre le bruit sec d'un coup de feu, mais rien se rapprocha. La voix était féminine, aiguë et fluette, empreinte de panique. Damien se figea dans l'embrasure de la porte, à moitié dedans, à moitié dehors. Ses yeux, habitués à la lumière grise du jour, avaient eu du mal à s'adapter à l'intérieur sombre et moisi. La cabane sentait la vieille fumée, le bois humide et la peur. Dans le coin le plus éloigné, près d'une petite cheminée en pierre qui semblait inefficace, se tenait une femme. Elle était jeune, peut-être la vingtaine bien avancée, avec des cheveux noirs emmêlés qui tombaient autour d'un visage pâle et émacié. Ses yeux étaient écarquillés, consumés par la terreur, mais ce sont les 2 choses qu'elle tenait qui paralysèrent tant Damien. L'une était un vieux fusil à pompe dont le canon tremblait de manière instable, mais qui était directement pointé sur sa poitrine. L'autre était sa main gauche pressée de manière protectrice contre son ventre haut et tendu. Elle était enceinte de plusieurs mois. Ses mains tremblaient associées tellement que le canon du fusil décrivait de petits cercles frénétiques dans les airs. Damien savait que c'était infiniment plus dangereux qu'un adversaire entraîné. Un professionnel ne tirerait pas par accident, dit-il en gardant une voix basse et calme. Il leva lentement les mains, les paumes ouvertes et vides, montrant qu'il n'était pas armé. « Je ne suis pas là pour vous faire du mal. » Dehors, une seule explosion sonore retentit lorsque le chef aboya, sentant la tension de sa maîtresse. La femme poussa un petit cri terrifié et son doigt se resserra sur la gâchette. « Rappelez votre chien, dites-lui de partir, il reste dehors, » dit Damien d'une voix ferme mais apaisante. Il n'osait pas bouger, il ne pas entrer. « Baissez juste votre arme, s'il vous plaît. Je ne suis pas une menace. » « Qui êtes-vous ? Que voulez-vous ? Cria-t-elle à la voix brisée. « Je m'appelle Damien Foster, j'ai acheté cet endroit. » Cela l'arrêta. Sa respiration paniquée se coupa. « Quoi ? Non, vous mentez, c'est un endroit sûr. »« Je ne mens pas, » dit-il doucement. C'était une saisie immobilière lors d'une vente aux enchères du comté. Il devait le prouver. Il fallait désamorcer la situation immédiatement. « J'ai les papiers dans ma veste, je vais les chercher très lentement. » Elle plissa les yeux et leva brusquement le canon du fusil. « Non, ce ne sont que des papiers, » insista-t-il. « Je ne vais pas vous faire de mal, ni à vous, ni à votre bébé. » Il bougea sa main droite avec une lenteur exagérée, sans jamais rompre le contact visuel. Il ouvrit la fermeture éclair de sa veste en toile et en sortit l'acte plié et froissé. « Damien Foster, voyez-vous, c'est moi, » dit-il en le brandissant. « Marchez vers elle. » Il jeta le paquet de papier sur le sol en bois poussiéreux, à mi-chemin entre eux. Elle fixa les papiers, puis son visage, son esprit luttant clairement pour assimiler cette nouvelle réalité. Il n'était pas un agresseur, il n'était pas un ennemi qu'elle pouvait combattre, il était juste un homme qui possédait le toit au-dessus de sa tête. La tension, l'adrénaline qui la maintenait debout s'évaporèrent d'un coup. Le poids du fusil est devenu trop lourd, le canon est tombé, pointant vers le plancher, elle a trébuché en arrière, une main cherchant à retrouver l'équilibre, et s'est effondrée sur une chaise en bois branlante. Le fusil reposait, inutile, sur ses genoux, elle avait l'air complètement vaincue. Le danger immédiat était passé, Damien a expiré l'air qu'il. Il ouvrit la porte en grand, les yeux toujours fixés sur elle. Chief entra tranquillement, telle une ombre grise. Il ne grognait plus, mais son corps était rigide et son poil hérissé. Il se déplaça avec fluidité et se positionna immédiatement entre Damien et l'inconnu. Ses yeux intelligents se fixèrent sur elle, un grondement sourd, toujours présent. Il était prêt à réagir à tout mouvement brusque. La femme que Damien voyait maintenant s'appelait Vanessa Brooks. D'après le résumé, elle ne semblait pas avoir remarqué le chien. Elle fixait simplement le sol, son monde se réduisant aux quelques mètres carrés qu'elle occupait. Puis, la chose la plus étrange se produisit. Chief cessa de grogner. Il fit un pas en avant, hésitant, son langage corporel passant de la garde à la curiosité. Semblait pas remarquer le chien, elle fixait simplement le sol, son monde se réduisant aux quelques mètres carrés qu'elle occupait. Puis, la chose la plus étrange se produisit. Chief cessa de grogner, il fit un pas hésitant en avant, son langage corporel passant de la garde à la curiosité, la tête penchée, un gémissement aigu et confus s'échappa de sa gorge. Damien se raidit. Chief, le chien, ignora l'ordre, il passa devant la jambe de Damien, marchant lentement et prudemment jusqu'à la chaise de Vanessa. Elle sursauta et leva la main vers son visage comme si elle s'attendait à un coup. Le chef s'arrêta, renifla sa main tremblante, puis,
Contre toute attente, il poussa sa large tête noble sous sa paume en la poussant doucement et gémit à nouveau, un son de reconnaissance et de réconfort profond et indéniable. Damien resta là, complètement stupéfait. Le chef était un chien qui n'obéissait qu'à un seul homme. Il tolérait les autres, mais ne cherchait pas leur affection. Il n'avait jamais fait cela auparavant. Son regard passa rapidement du chien à la femme, puis enfin à ce que le chef reniflait. C'était la chemise que Vanessa portait. Une chemise en flanelle pour homme, lourde et usée, beaucoup trop grande pour elle, à carreaux rouges et noirs. Damien sang de Damien se glaça. Il connaissait cette chemise. Il connaissait la petite déchirure en forme de L près de la manche gauche, là où James l'avait accrochée à un pistolet à clous 2 étés auparavant. Il connaissait la légère tache de peinture sur l'épaule. C'était la chemise préférée de son frère. « C'est celle de James, » dit Damien. Les mots sortirent, plats, creux, à la fois accusation et question. Le visage de Vanessa, qui était pâle et engourdi, s'effondra. Le barrage de terreur et de chagrin qu'elle retenait ceda. Un sanglot déchirant s'échappa d'elle, résonnant dans la petite cabane froide. « C'était mon petit ami », articula-t-elle dans un souffle. Sa main libre agrippait la chemise, des larmes coulaient sur Nond, sur son visage. « Il m'a dit de venir ici, il m'a dit que c'était sûr, il m'a dit de me cacher ici. » Damien resta debout dans l'embrasure de la porte. L'air vicié semblait trop rare pour respirer. Le monde bascula. Son chien, qui avait à peine pleuré quelqu'un, réconfortait activement cette inconnue enceinte. Son frère James n'était pas simplement mort, il pas seulement laissé une montagne de dettes, il avait laissé cela, il avait laissé une petite amie enceinte cachée dans une cabane pourrie saisie par la banque que Damien, par une cruelle plaisanterie cosmique, venait d'acheter. Le choc fit place à une étincelle froide et vive de ressentiment, une colère soudaine et amère envers le frère qu'il aimait et qu'il ne pouvait plus comprendre. Pourquoi James lui avait-il caché cela ? La scène se prolongea pendant une longue seconde. Damien figé dans l'embrasure de la porte, Vanessa sanglotant dans ses mains et le chef agissant comme un pont silencieux et chaleureux entre eux, les gémissements patients du chien, un son de chagrin partagé, finirent par briser la paralysie de Damien. Son ressentiment envers James, une pointe aiguë et froide de trahison, était toujours là, mais il était éclipsé par la réalité immédiate. Une femme enceinte terrifiée portait la chemise de son frère décédé dans une cabane en ruine dont il était apparemment désormais propriétaire. La situation était impossible, mais elle était aussi juste devant lui, et Damien Foster était avant tout un homme qui faisait face à ce qui se trouvait juste devant lui. Il fit un pas à l'intérieur, sa botte frappant lourdement le plancher déformé. Il referma la porte déformée derrière lui. Le bruit du loquet, s'enclenchant, était d'un caractère définitif déconcertant. L'air à l'intérieur était glacial, le petit feu dans la cheminée n'était guère que des braises fumantes. « Il fait froid », dit-il d'une voix neutre. Ce feu ne pas durer. Vanessa leva les yeux, le visage strié de larmes et de saleté. Elle semblait se recroqueviller sous son regard, comme si elle s'attendait à être jetée dehors avant de pouvoir répondre. Une soudaine et violente rafale de vent frappa la cabane. Toute la structure gémit, et le sac en plastique fourré dans la vitre cassée se déchira avec un bruit semblable à un coup de feu. Damien passa devant elle, ses instincts de ranger prenant le dessus. Il essuya une partie propre de la vitre sale de l'autre fenêtre et regarda dehors. Ce qu'il avait traversé était une légère. Ce qui se passait maintenant était tout autre chose. Le monde extérieur avait disparu, effacé par un mur blanc tourbillonnant et compact. Le vent n'était plus un murmure, mais un hurlement grave et lugubre. « C'est une tempête de neige, bon nez, dit-il. » Ces mots tombèrent comme des pierres dans le silence glacial de la cabane. Une tempête de neige. Le chemin par lequel je suis venu a disparu. Disparu. Il était piégé, piégé avec elle et avec les secrets de son frère. Il se retourna vers la pièce. « Je dois aller chercher mon équipement dans la remorque avant qu'il soit enseveli, et il nous faut du bois de chauffage maintenant. » Il laissa la porte ouverte et retourna sous le porche, le corps tendu contre le vent. Chief, comprenant le changement de ton, le suivit. Il détela la remorque, les mains déjà engourdies, et la tira vers la cabane. Il sortit une bâche épaisse, sa hache et son sac à dos. Quand il revint, Vanessa se tenait exactement là où il l'avait laissée, fantôme pâle au milieu de la pièce. Chief alla directement vers elle et s'assit à ses pieds, levant les yeux vers elle, l'air inquiet. La loyauté du chien, si généreusement offerte à Vanessa, rendait les mots suivants de Damien lui semblaient durs à prononcer. « Tu dois parler », dit-il sans méchanceté, tout en étendant la bâche sur le cadre de la fenêtre cassée. « Tu dois tout me dire.
Pourquoi sais-tu ici? De qui te caches-tu et pourquoi? Pourquoi mon chien te connaît-il? Vanessa enroula ses bras autour de son ventre, le regard fixé sur Chief. Il me connaît grâce à James, dit-elle dans un murmure à peine audible. James l'a amené plusieurs fois à mon appartement. Il disait que Chief était le seul au monde en qui il avait entièrement confiance. Damien interrompit son travail et regarda le chien qui reposait maintenant son menton sur les genoux de Vanessa. Nous étions amoureux, continua-t-elle, sa voix gagnant un peu de force. Mais nous devions garder cela secret. Pourquoi s'en demanda Damienne, même si une froide appréhension commençait déjà à se former dans son ventre. À cause de lui, Adrian Wells. Damienne connaissait le nom d'Adrian Wells. C'était l'investisseur qui s'était associé à Foster Brothers Construction il y a 3 ans, celui avec les costumes coûteux et le sourire d'une blancheur éblouissante. James l'avait amené en disant qu'ils avaient besoin de son capital pour se développer. Damien ne l'avait jamais aimé. Et Wells, James avait trouvé des choses dans les livres comptables. Elle tremblait, Damien ne savait pas si c'était à cause du froid ou de la peur. Il était si intelligent, Damien, plus intelligent que quiconque ne le savait. Il avait trouvé des irrégularités importantes, de l'argent transféré depuis des chantiers qui n'existèrent pas, des paiements à des sociétés fictives. Elle prit une inspiration tremblante. Il dit que Wells utilisait Foster Brothers, utilisait son nom pour blanchir de l'argent, des millions. Damien la fixa, les pièces du puzzle s'assemblant soudainement. Les mauvais investissements, les clients en colère, le trou noir financier qui avait englouti son entreprise après la mort de James. Ce n'est pas de l'incompétence, c'était du vol, c'était un coup monté. Il avait tellement peur, murmura-t-elle, les larmes lui montant à nouveau aux yeux. Pas pour lui, il avait peur pour moi, pour tout ça. Elle posa une main sur son ventre. Il m'a dit que Wells était dangereux. Pas seulement un criminel en col blanc, vraiment dangereux. Alors il t'a caché. Oui, il a acheté cette cabane il y a 2 mois sous un faux nom, tout en espèces. Il m'a conduite ici lui-même avec des provisions. Il a dit que c'était le seul endroit qu'il connaissait qui était complètement isolé. Elle le regarda enfin, les yeux suppliants. Il allait dénoncer Wells, il allait tout arranger. La colère de Damien envers son frère s'est dissipée, remplacée par une profonde tristesse. James n'avait pas été imprudent. Il avait essayé de les protéger tous et il était mort pour cela. Il m'a donné ça, a dit Vanessa. Elle a fouillé dans la poche de son jean et en a sorti un lourd téléphone satellite gris foncé. Il disait de ne jamais utiliser ton téléphone portable. Ils peuvent le localiser. Utilise seulement celui-ci. Il n'y a qu'un seul numéro dedans, un seul. Damien a reconnu le modèle militaire. Qui était le numéro? Un homme nommé Henry Lawson James. Il disait que c'était un vieil ami de ses années d'université. N'utilise jamais ton portable. Ils peuvent le localiser, utilise seulement celui-ci. Il n'y a qu'un seul numéro, un seul. Damien reconnut le modèle militaire. Qui était ce numéro? Un homme nommé Henry Lawson. James avait dit que c'était un vieil ami de l'université, un agent du FBI. Ce nom frappa Damien comme un coup physique. Henry Lawson, il l'avait rencontré une fois, il y a des années, un type vif et sérieux. Il ne savait pas que James était resté en contact avec lui. « Tu l'as appelé ?» demanda Damien d'une voix pressante. Le jour où je suis arrivé, il y a environ 2 semaines, je lui ai dit ce que James m'avait dit de dire à propos de Wells, le blanchiment d'argent, tout, et Vanessa a fait grise mine. Il m'a cru, il avait l'air inquiet, mais il a dit que c'était compliqué. Il a dit qu'ils enquêtaient, mais que ces choses prenaient en du temps. Vanessa Wells est protégée, elle a des avocats, des juges. Il m'a dit de rester caché, de ne pas bouger, de ne contacter personne et d'attendre. Il a dit qu'il travaillait au-dessus. Mais ça assez vite. Le silence qui s'est installé était plus lourd que la neige dehors. Ils étaient seuls. La seule personne qui savait qu'ils existaient était empêtrée dans la bureaucratie et l'homme qui voulait les faire disparaître était puissant et libre. Ils ont passé les heures suivantes dans une trêve fonctionnelle et sinistre. Damien a utilisé la bâche et quelques planches du porche pour boucher la fenêtre cassée. Il a coupé le bois qu'il avait trouvé sous la caravane et bientôt un vrai feu brûlait dans l'âtre, repoussant le froid oppressant. À la tombée de la nuit, la tempête atteignit une nouvelle intensité terrifiante. Le vent hurlait et la cabane tremblait sous l'assaut. À l'intérieur, une pièce fragile s'était installée. Damien était assis sur son sac à dos, nettoyant le fusil que Vanessa lui avait donné. Vanessa était recroquevillée près du feu, enveloppée dans un sac de couchage. Damien avait déballé Chief, qui était allongé entre eux, gardien silencieux, la tête posée sur ses pattes, mais les yeux ouverts, suivant les ombres. Soudain, le chien
leva la tête et un gémissement grave et aigu vibra dans sa gorge. Les mains de Damien s'arrêtèrent de bouger. « Qu'y a-t-il, mon garçon ?» D'un mouvement fluide, Chief se leva et se dirigea vers la porte, le corps rigide, le poil du dos hérissé. Il ne grognait pas, il fixait simplement la porte, vibrant de tension. Puis Damien l'entendit. Sous le rugissement du vent, il y avait un autre son, un tambour grave et profond qui ne pas à ce monde. C'était le bruit d'un moteur puissant et discipliné, luttant contre la neige. Un aboiement frénétique et bruyant jaillit de Chief. Ce n'était pas une question, c'était une alarme. Damien attrapa le fusil et éteignit la lanterne, plongeant la pièce dans une quasi-obscurité, éclairée seulement par le feu vacillant. Il se dirigea vers la petite fenêtre intacte et gratta une partie du givre. À travers le mur de neige tourbillonnant, il les vit. 2 paires de phares, LED perçants et très puissants. Ils provenèrent pas d'un camion, mais de 2 énormes SUV noirs de luxe. Ils traversaient l'Antuis et la tempête avec une facilité terrifiante. Il vit le reflet de Vanessa dans la vitre, la main sur la bouche, le visage figé dans une expression de terreur pure. « Non, murmura-t-elle en se relevant péniblement. « Non, ce n'était pas possible. Comment m'a-t-il trouvé ?» Les SUV s'étaient arrêtés, leurs phares inondant la cabane, les clouant sur place comme des insectes. Damien se tourna vers elle, le visage sombre. Vanessa secouait la tête, les yeux écarquillés et vides. Adrian Wells. Les faisceaux lumineux des SUV transperçaient les héros la neige tourbillonnante, transformant la cabane en scène de théâtre et les plongeant dans une lumière artificielle crue. Damien sentit Vanessa tressaillir derrière lui, laissant échapper un petit cri étouffé. « Éloigne-toi de la fenêtre !» ordonna-t-il d'une voix basse et dure. « Va vers le mur du fond, près de la cheminée, et reste baissé. » À l'extérieur, les puissants moteurs ralentissaient dans un grondement profond et confiant qui contrastait avec le vent hurlant, puis le bruit sourd et lourd d'une portière de voiture qui se fermait, suivie de 2 autres. Damien se déplaça en se collant contre le mur à côté de la porte, son fusil prêt à tirer, mais pointé vers le sol. Il n'avait pas besoin de dire au chef quoi faire, le chien était déjà silencieux, ses aboiements frénétiques avaient cessé, remplacés par un grognement grave et menaçant qui semblait faire vibrer le plancher. Des pas lourds crissémendaient sur le porche recouvert de neige, ils étaient lents, sans hâte, ce n'étaient pas des hommes inquiets de la tempête. Un coup sec et poli résonna dans la cabane, 3 coups précis, c'était le coup d'un invité, pas d'un intrus, et cela rendait la situation d'autant plus terrifiante. Damien regarda Vanessa. Elle était collée contre la pierre de la cheminée, le visage aussi blanc que la neige à l'extérieur. Il lui fit un signe de tête sec, puis prit une inspiration pour se calmer. Il se pencha et ouvrit la porte en utilisant son propre corps comme barrière. L'homme qui se tenait au centre du porche était la définition même du décalage. C'était Adrian Wells, la cinquantaine, avec des cheveux gris argentés parfaitement coiffés et un visage qui semblait sortir tout droit de la couverture d'un magazine économique. Il était impeccablement habillé malgré la tempête de neige, il portait un manteau en cachemire foncé déboutonné, révélant un costume sur mesure. Ses chaussures en cuir, cirées jusqu'à briller comme un miroir, étaient déjà recouvertes de neige, ce qu'il semblait ignorer par pure force de volonté. Il souriait, affichant un large sourire d'une blancheur éblouissante, expression de pure fausse courtoisie. À ses côtés se trouvaient 2 hommes corpulents. Celui à sa gauche, Jonah Reed, était mince et nerveux, avec un visage allongé et des yeux pâles et vigilants qui scrutaient Pontou, la fenêtre cassée, la ligne du toit, Damien avant de se concentrer sur l'autre. Damon Scott était un mur de muscles, au cou épais et large, les mains enfoncées profondément dans les poches d'une parka épaisse. « Vanessa, ma chère », dit Adrian Wells d'une voix douce et cultivée, suffisamment forte pour couvrir le bruit du vent. « Dieu merci, nous étions tellement inquiets. » Il fit un pas en avant, les yeux rivés sur Vanessa, comme si Damien n'était qu'un meuble. Damien ne pas le fusil, il se contenta de déplacer son poids, son épaule bloquant complètement l'entrée. « Très bien, arrêtez », dit-il sans faiblir, mais ses yeux d'un bleu clair et froid se posèrent enfin sur Damien. L'inquiétude feinte fit place à un éclair d'agacement. « Et qui est-ce » ? Damien Foster, dit Damien d'une voix neutre. « Je suis le propriétaire de cette cabane. » Les sourcils parfaitement dessinés de Wells se levèrent. « Vous en êtes le propriétaire, hein, je vois. » Il se recalibra instantanément, le masque charmant se remettant en place. « Monsieur Foster, enchanté, je suis Adrian Wells. Je suis un ami de Vanessa et un partenaire commercial de son défunt petit ami James. » Il fit un signe de tête en direction de Vanessa qui essayait de se rendre invisible contre le mur du fond. « La recherchons depuis des semaines. Elle ne va pas bien. »
À ce moment-là, Damien sentit quelque chose changer en lui. Il regarda le visage propre et coûteux de Wells, il regarda ces deux hommes de main, puis il regarda Vanessa, tremblante, enceinte et vêtue de la chemise de son frère décédé. Le ressentiment froid et vif qu'il avait éprouvé pour James, pour les secrets, la dette, tout ce gâchis impossible, s'évapora. Il avait disparu. Peu importait pourquoi James l'avait caché ou ce qu'il avait omis de dire à son frère. Tout ce qui importait, c'était qu'il l'avait caché et que cet homme souriant vêtu de cachemire était la raison, pour laquelle la mission était soudainement claire. Son instinct protecteur, aiguisé par des années de service, prit le dessus, éclipsant tout le reste. Il n'était plus un homme d'affaires raté, il était un bouclier. Il élargit sa posture, plantant ses pieds sur le vieux sol. « Elle me semble bien. » « Ah, dit-il en jetant à Damien un regard poliment condescendant. Mais tu ne la connaissais pas. James est en train de mourir. C'est un choc terrible, une tragédie. » Il prononça ces mots comme s'il les avait répétés. Nous avons tous compris qu'elle avait besoin de temps, mais s'enfuir comme ça dans son état, ce n'est pas rationnel. Il s'adressait maintenant à Damien, essayant de le rallier à sa cause, d'homme à homme, présentant cela comme une crise de santé mentale. « Elle est en deuil, monsieur Foster, profondément confuse. Elle a besoin de soins médicaux appropriés. C'est pourquoi je suis là pour la ramener chez elle. » Il ment. La voix de Vanessa. La voix de Vanessa était un cri désespéré provenant de la cheminée. « Damien, il ment, c'est lui que vous voyez. » Wells l'interrompit, son expression se transformant en une profonde tristesse étudiée. « Elle est hystérique, elle ne sait pas ce qu'elle dit, ce n'est pas bon pour le bébé. » Il fit un mouvement pour dépasser Damian. « Vanessa, ça suffit, montons dans la voiture. » Jonah Reed et Damon Scott firent simultanément un pas en avant, sortant leurs mains de leurs poches, mais il y avait un deuxième obstacle. Le chef qui se tenait à côté de Damien se déplaça et se plaça directement dans l'embrasure de la porte devant Damien. Le chien avait la tête baissée, le poil gris argenté hérissé. Le grognement n'était plus une vibration, c'était une menace gutturale audible qui promettait la violence. Le chien ne protégeait pas seulement Damien, il protégeait la cabane, il protégeait ceux et la femme qui sentaient comme son maître disparu. Wells et ses hommes s'arrêtèrent net pour la première fois. Le sourire de Wells se crispa, ses yeux quittèrent le visage de Damien vers le chien. Il n'était pas idiot. Il reconnaissait la race, la posture, l'absence totale de peur. Ce n'était pas un animal de compagnie, c'était un chien policier dressé. Son regard se porta ensuite sur Damien, sur la façon calme et assurée dont il se tenait, le calme dans ses yeux, la manière professionnelle dont ses mains tenaient le fusil. Il n'était pas un fermier arriéré, c'était un soldat. Adrian Wells était un homme qui évaluait les risques. Il regarda le ranger, il regarda le chien, et il regarda au-delà d'eux, dans le mur tourbillonnant et impénétrable de la tempête de neige. C'était une mauvaise position stratégique, un échange de tirs dans un blizzard, en territoire inconnu, contre deux adversaires entraînés. C'était compliqué, c'était mauvais pour les affaires. Il leva une seule main parfaitement manucurée. Jonah Reed et Damon Scott se détendirent. Mais leurs yeux restèrent rivés sur Damian. « Eh bien, dit Wells, voix sans perdre de sa courtoisie feinte, « vous semblez très protecteur, monsieur Foster. C'est admirable. » Il recula délibérément du porche, mais « vous vous immiscez dans une affaire familiale privée et délicate. C'est ma propriété. » Damien dit d'une voix monocorde, « C'est justement mon affaire. Elle ne partira pas. » Le silence s'étira, le vent hurlait autour d'eux, remplissant l'espace entre les hommes. Wells finit par hocher la tête dans un geste lent et réfléchi. « Très bien, c'est une nuit terrible. Nous ne pouvons pas vraiment la traîner dehors dans cette tempête, n'est-ce pas ? Ce serait incivilisé. » Il effectuait une retraite tactique. « Vous êtes piégé ici, monsieur Foster. Nous le sommes tous, semble-t-il. » Il eut un petit rire sans amusement. « Nous attendrons que la tempête se calme, mais ne vous y trompez pas, nous reviendrons pour nous assurer que Vanessa reçoive l'aide dont elle a désespérément besoin. » Il leur tourna le dos, affichant délibérément sa domination, et marcha calmement dans la neige jusqu'à son SUV. Reed et Scott le suivirent, leurs regards remplis d'une froide promesse. Le bruit sourd de 3 portières claquées retentit, les feux de route aveuglants s'éteignirent, replongeant la clairière dans le crépuscule inquiétant de la tempête, mais les SUV ne partirent pas, leur moteur continuant d'un ronronnement grave et puissant dans la nuit. Leur feu de position transperçait la neige, 2 paires de petits yeux rouges dans l'obscurité, à l'affût. Damien claqua la porte de la cabane et verrouilla le lourd pêne en fer. Il entendit le grincement d'une chaise que Vanessa coinçait sous la poignée. Il laissa échapper un long soupir saccadé.
Le fusil lui semblait soudain incroyablement lourd. Il se tourna vers Vanessa, la réalité de leur situation s'imposant à lui. La cabane d'un refuge, c'était une forteresse et ils étaient assiégés. Le bruit sourd du verrou qui se mettait en place était le seul son dans la cabane. Dehors, la tempête hurlait, un assaut incessant et aigu, et en dessous, le grondement mécanique profond des SUV au ralenti était une promesse qu'ils ne partiraient pas. Damien se détourna de la porte, ses mouvements mesurés, le fusil toujours prêt à tirer. La lumière vacillante du feu projetait de longues ombres dansantes, donnant à ce petit espace une impression de vie et de menace. Vanessa était toujours appuyée contre le mur du fond, les jointures blanchies par la force avec laquelle elle agrippait la pierre rugueuse de l'âtre. Chief se tenait entre eux, solide et immobile, sentinelle à la fourrure grise, le regard fixé sur la porte. Damien rompit le silence d'une voix rauque. « Tu as dit qu'il était dangereux, tu n'as pas dit qu'il était un tueur. » Vanessa releva brusquement la tête, les yeux écarquillés, envahie d'une nouvelle peur plus vive. « Tu ne comprends pas, il ne trouvait pas seulement des problèmes dans les livres, Damien, il l'avait prouvé. » Elle tremblait, mais cette fois, ce n'était pas à cause du froid. James était si intelligent, il adorait les ordinateurs, tu sais, il disait toujours qu'il était gâché dans la construction. Il avait installé un miroir sur le serveur de l'entreprise, il avait des copies de tout, factures, virements bancaires vers des comptes offshore, fichiers audio, il avait enregistré des conversations avec Wells. Damien sentit son sang se glacer. Ce n'était pas seulement un cas de frère aîné sous-estimant son cadet. James menait une véritable opération de contre-espionnage, il était en train de monter un dossier. Damien murmura « oui », pour Henry Lawson, pour le FBI. La voix de Vanessa était désespérée, comme si elle avait besoin qu'il comprenne enfin vraiment les enjeux. Mais Wells l'a découvert. James a dû commettre une imprudence, ou peut-être que Wells avait simplement toujours une longueur d'avance. 3 jours avant la fin, James m'a appelé. Il n'utilisait jamais son vrai téléphone, seulement des téléphones jetables. Il murmurait. Il a dit qu'il savait ce que j'avais. Il m'a menacé, Vanessa, il nous a menacés. Elle s'est éloignée du mur, les mains serrées en poing, puis l'accident. J'ai vu le rapport de police. Défaillance catastrophique des freins. Savez-vous ce que James m'avait dit juste une semaine avant ? Qu'il avait fait réviser ses freins, qu'il faisait attention, que Wells était le genre de type à couper les câbles de frein, pas le genre à engager un avocat. Elle sanglotait maintenant, poussant des cris déchirants. Il n'est pas mort, il a été assassiné. Adrian Wells l'a assassiné, et il l'a fait pour m'atteindre, pour mettre la main sur ce que James avait trouvé. Damien sentit le sol se dérober sous ses pieds. Ce n'était plus un méchant abstrait. C'était un nom et une méthode, le frère qu'il avait patronné, le frère qu'il avait considéré comme le vendeur alors qu'il était le constructeur, avait mené une guerre dont Damien ne savait rien, puis la dernière question tacite est restée en suspens. Damien l'a regardé, la main protectrice posée sur son ventre. « Le bébé », a-t-il dit, les mots lui semblant épais et étranges sur sa langue. Sans doute c'était James. Vanessa acquiesça, une nouvelle vague de larmes l'étouffant. « Nous allions te le dire après, une fois que tout cela serait terminé. » Damien se détourna d'elle. Il ne pouvait pas la regarder. Il ne pouvait pas regarder le chien. Il avait besoin de bouger. Il commença à faire les 100 pas. 3 pas dans un sens, 3 pas dans l'autre, la cabane lui donnant soudain l'impression d'être un cercueil. Il sentit une rage blanche et suffocante monter dans sa poitrine, si intense qu'elle lui brouillait la vue. Mais cette colère, pas pour Wells, pas encore. C'était pour James. « Pourquoi ?» murmura-t-il, déchiré par la question. Amici frappa du poing contre la paroi en rondin. L'impact fut sourd et insatisfaisant. Chief tressaillit et poussa un petit gémissement, déconcerté par la violence soudaine de son maître. « Pourquoi as-tu fait ça tout seul, James ?» rugit-il en s'adressant au fantôme dans la pièce. « Pourquoi n'es-tu pas venu me voir ? Je suis ton frère, je suis un ranger, c'est mon travail, je protège les gens. » Il respirait bruyamment, son esprit repassant les 6 derniers mois. James avait été très stressé. Damien avait supposé que c'était juste à cause du travail, des retards de paiement. Il lui avait tapoté l'épaule et lui avait dit de tenir bon. La colère s'effondra, s'évanouissant aussi vite qu'elle était venue, laissant à sa place un vide écrasant et un sentiment de culpabilité. « Et moi, où étais-je » dit-il à la pièce vide. Il cessa d'arpenter la pièce, la tête baissée. Je me noyais dans mes propres souvenirs, dans mon apitoiement sur moi-même. Il combattait un monstre et moi je n'étais pas là pour lui. Je l'avais laissé tomber. Il avait été formé à ne jamais abandonner un homme, et il avait laissé son propre frère. La culpabilité était un poids physique plus lourd que son sac à dos, plus lourd que la remorque qu'il avait traînée jusqu'au sommet de la montagne. Il se retourna enfin lentement
pour regarder Vanessa. Elle l'observait, sa peur mêlée à une profonde tristesse partagée. Elle n'était pas une simple inconnue, elle n'était pas un problème, elle était le dernier héritage de son frère, elle et l'enfant à naître, le dernier morceau vivant de James. À cet instant, l'homme brisé, ruiné, en deuil qui avait gravi la montagne, disparut. Le brouillard de sa dépression s'évapora, consumé par un objectif soudainement clarifié. Le ranger retrouva sa détermination, qui se durcit en quelque chose de froid et de pur. Il ne se battait plus seulement pour sa propre survie. Il ne se battait pas seulement pour la protéger, il se battait pour sa rédemption, il allait terminer ce que son frère avait commencé, il allait réduire Adrian Wells en cendres ou mourir en essayant. Très bien, dit-il d'une voix complètement différente, calme, mesurée et pleine d'une autorité froide que Vanessa n'avait jamais entendue auparavant. Écoute-moi, nous avons... Il ne termina pas sa phrase. La nuit à l'extérieur de la cabane fut déchirée par une violente déflagration assourdissante, le bruit d'une explosion soudaine qui secoua la cabane sur ses fondations. Le sol semblait bondir. Damien réagit sans réfléchir. Il se jeta sur Vanessa et les jeta tous les deux au sol, couvrant son corps du sien alors que le cadre de la fenêtre rafistolée explosait vers l'intérieur, les aspergeant de neige glaciale et de fragments de bâche. Le chef aboyait d'un son grave, frénétique et terrifiant. Une vague de chaleur intense balaya la pièce, suivie d'une lumière orange brillante et vacillante qui illuminait chaque recoin de la cabane. Damien, les oreilles bourdonnantes, leva lentement la tête. Il se glissa jusqu'au bord de la fenêtre, le cœur battant à tout rompre. Il vit et son sang se glaça. Son camion, sa remorque, toute sa vie, ses outils, ses provisions, sa nourriture. Sa seule issue était un brasier déchaîné, une boule de feu de métal et de caoutchouc en fusion qui s'effondrait sur elle-même, peignant la neige blanche de nuances grotesques d'orange et de noir. Eh bien, ce n'était, attendez pas, il envoyait un message, ils n'étaient pas assiégés, ils étaient dans un tombeau, ils étaient officiellement complètement piégés, la première lueur de l'aube n'était pas un réconfort, c'était un gris froid et stérile qui s'infiltrait dans la cabane, révélant l'étendue réelle de leur prison. Le feu dans l'âtre s'était réduit à un tas de braises pâles et incandescentes qui n'offraient presque plus de chaleur, ni Damien ni Vanessa n'avaient endormi. Ils avaient passé la nuit dans un état de terreur silencieuse partagée, écoutant le cri incessant du vent et le grondement profond et arrogant des SUV garés juste au-delà de la lisière de la forêt. Les véhicules étaient un battement de cœur mécanique constant dans la tempête, leur rappelant qu'ils étaient surveillés par des hommes qui ne ressentaient pas le froid. Damien était assis par terre, le dos contre le mur, le fusil posé sur ses genoux. Chaque fois qu'une rafale de vent faisait vibrer la porte, ses muscles se tendaient et sa concentration s'aiguisait. Vanessa était recroquevillée dans son sac de couchage, les genoux relevés autant que sa grossesse le lui permettait. Elle était pâle, ses yeux sombres et creux, mais elle n'avait pas pleuré plus, le choc l'avait figée. Chief était couché entre eux. Le chien n'était pas vraiment au repos, la tête levée, les oreilles constamment en mouvement, analysant les brouhahas de la tempête, les craquements de la cabane et le vrombissement lointain et constant des moteurs. Il était tendu comme un ressort, le corps rigide, avec une énergie protectrice presque palpable. Alors que la lumière grise s'intensifiait, Damien vit que la neige ne tombait plus en une couche aveuglante. La tempête s'était calmée, le vent hurlait toujours, mais la visibilité était revenue, révélant un monde transformé, enfoui sous une épaisse couette blanche, suffocante. Il se leva, les articulations endolories par le froid et la tension. « Restez-y, Isela, dit-il à Vanessa. Éloignez-vous de la fenêtre. » Elle se contenta d'acquiescer, les yeux fixés sur lui. Damien se dirigea vers la porte. Il déverrouilla le lourd verrou qui glissa avec un bruit métallique sinistre. Il entr'ouvrit la porte et se prépara. L'air qui le frappa était glacial, un coup physique qui lui coupa le souffle. Il scruta la clairière. Les deux SUV noirs étaient peints toujours là, exactement là où ils avaient été garés, en formation, silencieuse et menaçante en V, au bord du sentier. Leur feu arrière rouge brillait comme les yeux d'un prédateur. Il n'y avait aucun mouvement. « Chef, avec moi », dit-il en sortant sur le porche, la neige fraîche craquant sous ses bottes. Chef était à ses côtés, se déplaçant instantanément, bas et fluide, sa fourrure gris-blanc le rendant presque invisible dans la neige. Le regard de Damien fut irrésistiblement attiré vers le centre de la clairière. Son camion, sa remorque, sa vie, il ne restait plus qu'un squelette noirci. La remorque U-Haul était une boîte d'aluminium déformée et fondue, son contenu incinéré, réduit en cendres et en scories.
Le pick-up était une sculpture grotesque d'acier calciné, les pneus fondus sur les jantes, le bloc moteur exposé au ciel. Le feu avait été si intense qu'il avait fait fondre le verre des fenêtres en forme ressemblant à des glaçons pendants. C'était un bûcher funéraire. Tout, ses outils, le drapeau de son père, ses vêtements, les quelques photos de Jarms qu'il avait laissées, tout ce qu'il avait sauvé du naufrage de son ancienne vie avait disparu, vaporisé. Il se tenait là, les mains serrées en poing sur les côtés, une rage froide et vide se mêlant à un profond sentiment d'impuissance suffocant. Ce n'était pas seulement une menace, c'était une exécution. Wells ne l'avait pas seulement piégé, il l'avait effacé, il avait coupé le dernier lien de Damien, dernier lien avec le monde, ne lui laissant rien d'autre qu'une cabane délabrée et un fusil de chasse avec une poignée de cartouches. Il sentit un profond tremblement envahir ses jambes. Il était piégé, désarmé et responsable de la femme et de l'enfant à naître qu'elle portait. Il était un ranger entraîné pour cela, mais il ne s'était jamais senti aussi désespérément dépassé. Il était tellement concentré sur l'ampleur de sa perte, sur la destruction symbolique de son passé, qu'il lui fallut une minute entière pour réaliser que le chef n'était plus à son côté. Il se retourna, le cœur battant, scrutant la lisière des arbres à la recherche d'une menace, mais le chef n'était pas en danger. Il travaillait. Le chien était à 20 mètres, à la lisière du bois, ignorant complètement l'épave noircie et fumante du camion. Le feu n'avait plus aucun intérêt pour lui. Son nez était collé au sol, ses épaules puissantes tendues. Il suivait une piste. Damien appela doucement le chien, qui ne levait pas la tête. Levait pas la tête. Il bougeait avec une nouvelle concentration intense, la queue raide. Il fouillait le sol, reniflait l'air, puis replongeait le museau dans la neige. Il semblait agité, confus, reniflant un endroit, puis laissant échapper un grognement de frustration. L'entraînement de Damien s'entraîna, repoussant la vague de rage impuissante. Il savait que Chief ne suivait pas la trace d'un animal, mais celle d'une substance chimique. Damien s'approcha de lui, ses bottes s'enfonçant profondément dans la neige fraîche. « Qu'y a-t-il, mon garçon ? Qu'as-tu trouvé ?» Chief était concentré sur un endroit près d'un grand pin ponderosa, un endroit qui offrait une vue dégagée sur la cabane. C'était exactement l'endroit où quelqu'un se tiendrait pour observer, attendre, planifier. Alors que Damien s'approchait, le comportement de Chief, son comportement changea à nouveau. Il cessa de suivre la piste et se figea, le nez enfoncé dans la neige au pied de l'arbre. Il renifla une fois, 2 fois, puis regarda Damien, ses yeux intelligents brillants. Puis il le fit. Il fit un léger mouvement distinct avec sa patte avant droite, balayant la couche supérieure de neige. Ce n'était pas un mouvement de creusage, c'était un signal, une alerte canine entraînée. « Montre-moi » murmura Damien, la voix soudainement rauque. Il s'agenouilla à côté du chien, sa main gantée balayant la poudre. Il le vit instantanément, la neige en dessous n'était pas blanche, elle était tachée d'un brun foncé et gras, formant une empreinte de botte partiellement recouverte par la nouvelle couche de neige. Mais ce n'était pas l'empreinte qui retenait son attention, mais l'odeur. C'était une odeur chimique forte et indubitable qui transperçait le parfum pur du pain et le froid. C'était l'odeur âcre et lourde de l'essence, un accélérant. Une vague de clarté glaciale envahit Damien. Il regarda la tache, puis le camion calciné. Il n'avait pas simplement jeté une allumette, il n'avait pas utilisé de fusée éclairante ou de cocktail Molotov à distance. Les hommes de Wells, Jonah Reed ou Damon Scott, ou les deux, avaient en profité de la tempête de neige pour s'approcher de son camion. Ils s'étaient maintenus là, sous cet arbre, puis ils avaient calmement et méthodiquement aspergé toute sa vie d'essence et y avaient admis le feu. Quelle arrogance, quelle cruauté calculée! Damien se leva, son impuissance disparut, remplacée par autre chose, une certitude froide et dure. Il regarda les 2 SUV noirs qui tournaient toujours au ralenti, toujours en train de l'observer. Ils se contentaient pas de l'attendre, ils jouaient avec lui et ils avaient commis une erreur, ils avaient laissé un témoin. Il posa la main sur la tête du chef. Le chien leva les yeux vers lui et remua brièvement la queue. « Tu as bien travaillé, bon chien » murmura Damien d'une voix tendue. « Bon chien. » L'odeur âcre de l'essence était une tache âpre et désagréable dans l'air pur et froid. Damien s'agenouilla dans la neige, son souffle formant des volutes devant son visage. Son monde s'était réduit à cette petite parcelle de blanc perturbé au pied du pin. Chief se tenait à côté de lui, sa mission accomplie. Le chien avait donné l'alerte, le petit grattement délibéré avec sa patte qui disait « Non seulement je sens quelque chose, mais je sens quelque chose et il y a un objet associé à cette odeur. » Damien plongea sa main nue dans la neige.
Le froid était si intense qu'il avait l'impression de plonger sa main dans un seau rempli d'aiguilles. Ses doigts, déjà engourdis, tâtonnèrent sur la croûte gelée, creusant sous la surface à la recherche de la source de l'alerte canine. Pendant une seconde, il n'y avait rien d'autre que de la boue gelée et des aiguilles de pin. Il creusa plus profondément, son désespoir se mêlant à une concentration analytique froide. Il s'était en tenu juste ici, ils avaient été négligents. Le bout de ses doigts effleura quelque chose de petit, de dur et de métallique. Il l'attrapa, referma son poing autour de l'objet et retira sa main. La boue gelée collait à sa peau. Il se leva lentement, les yeux rivés sur les 2 SUV noirs au bord de la clairière. Ils étaient toujours là, observant, attendant. Il essuya la neige fondue gelée sur l'objet avec sa cuisse, laissant une trace sombre sur le dénime. C'était un Zippo, un briquet Zippo standard en chrome brossé argenté. Il était lourd, solide et froid. Des milliers d'hommes dans l'armée en avaient porté un identique. Des milliers d'hommes dans l'Idaho en avaient probablement un dans leur poche. Ce n'était rien, juste un déchet laissé par un voyou négligent. Son pouce, guidé par pure mémoire musculaire, trouva la charnière et l'ouvrit d'un coup sec. Un clic métallique aigu trancha le vent. Il fit tourner la molette, une faible étincelle jaillit, puis une seconde plus forte et une minuscule flamme bleue et jaune qui luttait pour s'élever, s'alluma. Il restait encore du combustible, il avait été utilisé très récemment. Ses yeux quittèrent la petite flamme pour se poser sur le boîtier. Il le retourna dans sa paume et le monde qui tournait autour de lui s'arrêta dans un silence de mort. Gravé sur le côté, dans une écriture simple et nette, 2 initiales, JF. Les genoux de Damian se sont dérobés. Il n'est pas tombé, mais il a dû poser une main sur l'écorce rugueuse du pin pour se stabiliser. Le souffle qu'il retenait s'est échappé dans un halètement saccadé et douloureux. C'était le briquet. Le souvenir le frappa avec la force d'un coup physique, le 30e anniversaire de James, au printemps dernier. Le monde avait encore un sens à l'époque, l'entreprise marchait bien, il faisait un barbecue dans le jardin. Damien ne savait pas quoi offrir à son petit frère, un homme qui aimait le style mais qui était toujours fauché. Il avait trouvé le briquet dans un magasin d'antiquités et l'avait fait graver. Il se souvenait l'avoir remis à James qui avait ri, les yeux brillants. « Un peu old school, mon frère », avait dit James en l'ouvrant d'un geste théâtral. « Mais je l'adore, il a de la classe, il est chic. » James l'avait emporté partout, c'était son porte-bonheur, son jouet anti-stress. Il aurait dû être dans sa poche quand il était mort. Il aurait dû être dans la boîte à gants de sa voiture accidentée. Il aurait dû être sur sa table de chevet. Il n'aurait pas dû être ici, dans la neige, à 20 mètres de la camion en feu de Damien, empestant l'essence. La logique était brutale, simple et inéluctable. James avait été assassiné, le tueur avait fouillé ses poches et avait pris un souvenir. L'esprit de Damien se rappela soudain le Porsche, les 2 hommes qui encadraient Hunt Wells. Pas le grand costaud, Damon Scott, non, l'autre le maigre, nerveux. Au visage allongé et aux yeux pâles et morts, Jonah Reed, celui qui avait regardé Damien non pas comme une personne, mais comme un problème à résoudre. Il l'avait pris, il l'avait gardé comme trophée, et alors la dernière pièce horrible du puzzle se mit en place. L'arrogance pure, profonde et écœurante. Jonah Reed n'avait pas seulement gardé le briquet de son frère, il l'avait utilisé. Il s'était tenu là, dans le froid, avait sorti le porte-bonheur de son frère de sa poche, l'avait allumé et avait mis le feu à toute la vie de Damien avec. Il avait utilisé le cadeau de James pour détruire le frère de James. Damien serra le métal dans son poing, les bords s'enfonçant profondément dans sa paume. Un tremblement commença dans sa main, un tremblement violent et incontrôlable. Ce n'est pas du froid, c'était une rage si pure et si brûlante qu'elle menaçait de le consumer. Il sentit un grognement animal résonner dans sa poitrine, et ce n'est qu'alors qu'il réalisa qu'il grognait. Un museau froid et humide se pressa contre son poing serré. Damien sursauta et baissa brusquement la tête. Chief le regardait. La posture canine du chien avait disparu. Ce n'était pas un état d'alerte, ce n'était pas un état de garde, c'était autre chose. Chief gémit, émettant un son grave et emphatique comme s'il s'interrogeait. Il pouvait sentir la rage qui émanait de Damien par vagues, une odeur aussi puissante que celle de l'essence. N'avait plus son attitude canine, il n'était plus en état d'alerte, il n'était plus en état de garde, c'était autre chose. Chief gémit, un son grave, emphatique, interrogateur. Il pouvait sentir la rage qui émanait de Damien par vagues, une odeur aussi puissante que l'essence. Il ne comprenait pas le briquet, mais il comprenait l'angoisse. Il poussa sa tête plus fort contre la main de Damien, une pression solide et rassurante. « Je suis là, reviens !» La vision de Damien s'éclaircit. Il regarda le chien, cet animal qui avait connu son frère et qui protégeait maintenant
Chief était le pont vivant entre l'homme qu'il avait été et l'homme qu'il devait devenir. La rage ne disparut pas, elle se calma simplement, se solidifia, s'installa profondément dans ses tripes, un noyau dur et froid de certitude absolue. Le tremblement de sa main cessa. Il ouvrit lentement et délibérément son poing. Il regarda le briquet une dernière fois. Jeff, ce n'était plus un siège, ce n'était pas un combat pour la survie. Wells en avait fait un piège, mais Reed, dans son arrogance, en avait fait une affaire personnelle. C'était désormais une chasse. Ce briquet n'était pas seulement un indice, ce n'était pas seulement un souvenir, c'était une promesse, un serment scellé dans l'acier et la neige. Damien referma le zippo d'un coup sec, le petit clic sec résonnant dans la vaste clairière glaciale. Il le glissa au fond de sa poche, où il reposait contre sa cuisse comme un morceau de glace. Il tourna le dos aux ruines fumantes de son camion. Il tourna le dos à son passé. Il regarda la cabane où Vanessa l'attendait, sa mission. Puis il regarda les 2 SUV dont les moteurs vrombissaient encore, ses cibles. Il commença à revenir sur ses pas d'un pas régulier et mesuré. Chief se plaça à sa gauche, marchant en parfaite harmonie silencieuse. Le combat ne consistait plus à s'enfuir, mais à aller jusqu'au bout. Le trajet de retour vers la cabane fut les 20 mètres les plus longs de la vie de Damien. Le briquet Zippo dans sa poche lui semblait être un morceau de charbon brûlant, un poids physique de chagrin et de fureur. Il avançait dans la neige profonde, ses pas précis, sa respiration contrôlée. L'impuissance qu'il avait ressentie en regardant son camion brûler avait disparu, mais la rage qu'il ressentit en trouvant le briquet ne s'était pas dissipée. Elle s'était apaisée, s'aiguisant en une concentration mortelle aussi fine qu'une lame de rasoir. Chief suivait son rythme, ombre grise silencieuse à ses talons. Le chien savait que l'énergie avait changé, le maître qui était en deuil avait disparu, le garde forestier avait pris sa place. Damien poussa la porte de la cabane. Vanessa était exactement là où il l'avait laissée, recroquevillée près du feu mourant, les yeux écarquillés, une peur désespérée et interrogative qu'il ne pouvait pas un mot. Il s'approcha de la petite table branlante et y posa le briquet argenté. Vanessa le fixa du regard. « Qu'est-ce que c'est, JF » demanda Damien d'une voix neutre, dénuée d'émotion. « James Foster. » Ses yeux s'écarquillèrent et elle porta la main à sa bouche pour étouffer un sanglot. Elle l'avait reconnu. « Il était là, dit Damienne, ses mots tranchant l'air glacial. L'homme qui a assassiné ton petit ami. Il était là, à l'orée de la forêt. Il a utilisé le briquet de James pour mettre le feu à mon camion, puis il a quand même été assez imprudent pour le laisser tomber. Toute l'arrogance écœurante de cet acte s'abattit sur eux. Ce n'est pas seulement un siège, c'était un jeu pour eux. Damien lui tourna le dos et commença à évaluer méthodiquement la cabane. Il n'était plus un civil cherchant refuge, il était un soldat analysant une position défensive. Une porte, 2 fenêtres, dont l'une n'était qu'un trou recouvert d'une bâche, une cheminée en pierre qui constituait un point fort de la structure. « Il va revenir, déclara Damien. Il commença à vérifier les cartouches de fusil, les alignant sur la cheminée. Il a brûlé le camion pour nous ôter tout espoir. Maintenant, il vient finir le travail. » Comme s'il avait été convoqué par ces paroles, un étrange gazouillis électronique emplit la pièce. Vanessa sursauta en poussant un petit cri. « Qu'est-ce que c'est ?» La tête de Damien tourna brusquement la tête vers la source du bruit. Le téléphone satellite était par terre, à côté du sac à dos d'où elle l'avait sorti. Il sonnait, un son si étranger dans cet endroit primitif et désespéré qu'il semblait être une violation. Vanessa le regarda avec horreur. « Mais c'est impossible. Il n'a qu'un seul numéro, Henry Lawson. Il ne peut pas recevoir d'appel, à moins que Wells ait déjà ce numéro. » « Damien, dit-il, l'esprit en ébullition à cause des dossiers de James. Il connaissait l'existence de ce téléphone. Il vous a laissé croire que vous étiez en sécurité. » Le téléphone continua à sonner avec insistance. Damien regarda Vanessa, les yeux froids et durs. « Répondez. Mettez le haut-parleur. » Les mains tremblantes, Vanessa prit l'appareil lourd et appuya sur le bouton vert. « Allô » dit une voix qui emplit la cabane. Ce n'était pas un son lointain et grésillant, mais parfaitement clair, fluide et empreint d'une courtoisie familière et terrifiante. « Bonjour Vanessa, dit Adrian Wells. Monsieur Foster, j'espère que vous avez bien dormi, même si j'imagine que la lumière du feu a rendu cela plutôt difficile. » Damien s'est approché du téléphone sans rien dire. « Ah, le soldat est là, a poursuivi Wells d'un ton conversationnel. Oui, monsieur Foster, j'ai fait quelques recherches pendant que nous attendions. »
Damien Foster, 65e régiment de Rangers, plusieurs déploiements, très très impressionnant, a marqué une pause glaciale. En fait, beaucoup trop impressionnant pour vous laisser partir, vous promener dans les bois, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Je sais ce que vous pensez, Ranger. Vous pensez pouvoir vous échapper par l'arrière, profiter de la tempête pour vous cacher derrière les arbres et éliminer mes hommes un par un à la manière des gorilles. C'est tout à fait votre style. Damien serra les mâchoires. C'était exactement ce qu'il avait prévu. Wells dit alors d'une voix empreinte d'un faux regret : « J'ai pris la liberté de neutraliser cette stratégie. Aimerais que tu regardes la crête au nord-est, mais très attentivement, s'il te plaît. » Damien se dirigea vers la seule fenêtre intacte dont la vitre était opaque à cause du givre. Il gratta un petit cercle avec son ongle et regarda à travers la crête enneigée, au loin, une ligne de pin sombre se découpant sur le ciel gris. Il ne vit rien, juste des arbres et de la neige. « Le voyez pas ? Dit Wells comme s'il lisait dans ses pensées. Il est très doué, il s'appelle Brett Morgan, c'est un professionnel, tout comme vous, et son fusil 338 est actuellement pointé sur la petite fenêtre de la pièce arrière de la cabane, celle que vous avez désignée, je suppose, comme votre pièce sécurisée, celle où Vanessa, j'imagine, a essayé de se reposer. Le sang de Damien se glaça. Il regarda de l'autre côté de la petite cabane, vers la seule autre porte qui menait à la minuscule chambre sombre. C'était le seul endroit où il y avait un lit, le seul endroit où il avait dit à Vanessa d'aller si les coups de feu commençaient. Wells avait anticipé chacun de ses mouvements. Voici donc la nouvelle réalité, Monsieur Foster, c'est un mouvement en tenaille. Je suis à votre porte d'entrée, Monsieur Morgan est derrière vous. Si vous ouvrez cette porte, si quelqu'un sort pour une raison quelconque, Monsieur Morgan mettra une balle dans la tête de Vanessa. Vous êtes coincés. Les bois ne sont plus vos amis. Cette cabane est votre cage. La finalité de ces mots flottait dans l'air. Damien était piégé. Il ne pouvait pas contourner, il ne pouvait pas s'échapper, il ne pouvait pas utiliser ses compétences, son entraînement, son instinct. Wells l'avait forcé à un combat rapproché, un combat dans un espace confiné et indéfendable, et Wells contrôlerait quand et comment le combat commencerait. « Que voulez-vous, le Wells ?» La voix de Damien était un grognement grave, qui allait droit au but. « J'aime ça. » Wells ricana. « Je pourrais bien sûr demander à M. Morgan de tirer quand même, ou nous pourrions simplement attendre que vous mouriez de froid. Mais ce serait imprécis. Cela risquerait de détruire quelque chose dont j'ai besoin. » Il fit une pause, laissant la tension monter. « James était un voleur, Monsieur Foster. Il a volé quelque chose qui appartient à mon organisation, une clé USB. Je sais qu'il l'avait et je suis presque certain qu'il le lui a donné. »« Je ne l'ai pas, pleura Vanessa, la voix brisée. Je ne sais pas de quoi vous parlez, s'il vous plaît. » Vanessa Wells soupira. « Ne mentez pas, cela ne vous sied pas. Les données contenues dans cette clé sont sensibles. Mais James, dans son infinie et exaspérante intelligence, les a cryptées. Le fichier est inutile sans le mot de passe. » La voix de Wells abandonna son masque de politesse pour devenir froide, plate et reptilienne. « Et je sais qu'il vous a donné ce mot de passe. C'est une suite de chiffres, un nom, une date, quelque chose de personnel, quelque chose que toi seul peux savoir. Je suis ici pour obtenir ce mot de passe, déclara Wells. Je n'ai même pas besoin du disque dur, je suis sûr que le FBI en a déjà une copie grâce à votre petit coup de fil, mais j'ai besoin d'accéder à ces comptes avant eux. Je suis pressé par le temps, messieurs et mesdames, c'est pourquoi je dois entrer, Monsieur Foster. Je dois persuader Vanessa de me donner le mot de passe. J'imagine que ce sera désagréable. La torture est un mot si sale, mais il est approprié. J'ai besoin qu'elle parle, et j'ai besoin qu'elle soit en vie pour le faire. Olaison. Menace était crue, brutale et claire. « Voici donc le marché, dit Wells en reprenant son ton charmant. Vous ouvrez la porte, vous me la remettez, vous me donnez le mot de passe et en échange, je vous laisse la vie sauve. Je vous laisserai, vous et votre chien, quitter cette montagne. Une transaction simple et claire. » Le silence régnait dans la cabane. Damien fixait Vanessa qui secouait la tête, des larmes de terreur pure coulant sur son visage. Il regarda le chef qui se tenait à ses côtés, grognant doucement, sentant que la voix au téléphone était le véritable ennemi. Damien fouilla dans sa poche, en sortit le zippo et le tendit vers le téléphone et ouvrit le couvercle d'un coup de pouce. Un clic métallique sec résonna dans la petite pièce. Il tourna la molette. Une seule étincelle. Il la tourna à nouveau. Une petite flamme courageuse s'alluma. Le bruit du briquet, le grattement du silex et le clic du couvercle furent dans la seule réponse qu'il donna. Un long silence glacial s'étendit sur la ligne. Damien tendit la main et referma le briquet d'un coup sec. Un dernier clic sec. La voix de Wells n'était plus charmante. C'était un sifflement de glace pure. Très mauvais choix, Ranger.
Un bruit sec retentit lorsque l'appel fut coupé. La cabane replongea dans le silence, mais ce silence était différent. C'était le silence absolu et écrasant qui précède un assaut. Le silence qui suivit l'appel coupé était plus lourd que la neige à l'extérieur. C'était un vide, un moment froid et haletant avant l'inévitable. Damien se tenait debout devant le téléphone satellite, sa poitrine se soulevant et s'abaissant à un rythme lent et contrôlé. Le zippo semblait lourd dans sa poche. Il se tourna vers Vanessa. Elle était blanche, les mains pressées contre son ventre, le dos contre la cheminée. « Va dans la pièce du fond maintenant, dit-il. Mais le sniper, dit-il, il surveille la fenêtre arrière. Il ne tire pas à travers. Il est là pour nous coincer. Ils vont entrer par la porte. Va t'allonger par terre, loin de la fenêtre, et ne fais pas de bruit. » Elle hésita puis se précipita dans la petite pièce sombre, tirant la porte fragile presque jusqu'à la fermer. Damien bougea. Il n'y avait pas de temps pour la peur, il n'y avait que la mission. Il attrapa la lourde table rustique en bois et la poussa. Le bruit de ses pieds, raclant le sol, était une protestation bruyante. Il ne pouvait pas barricader la porte, cela ne servirait à rien. Il la renversa sur le côté, créant ainsi un abri bas au centre de la pièce. Il vérifia le fusil. 5 cartouches. Il en glissa une dans la chambre. Il se dirigea vers la porte et colla son oreille contre le bois, écoutant au-delà du vent. Rien. Il jeta un coup d'œil au chef. Le chien était une statue de muscles tendus, le regard fixé sur la porte, un grognement grave, presque subsonique, vibrant dans sa poitrine. Damian se positionna à gauche de la porte, dans l'angle. Mort, il était rangeur, il savait comment cela fonctionnait. Ils entreraient rapidement, ils entreraient avec force et ils s'attendraient à le trouver de l'autre côté de la pièce. Il attendit. Le premier bruit n'était pas un coup, mais l'impact lourd et solide d'une botte frappant la porte juste en dessous de la poignée. Le vieux bois gémit. Un deuxième impact, un bruit sec et fracassant, et la porte trembla dans son cadre. Chief poussa un aboiement explosif de pure fureur. « Chief, calme-toi !» Damien donna l'ordre au chien qui obéit, mais le grognement persista. Le troisième coup de pied provoqua un fracas assourdissant. La serrure, la poignée et un morceau du cadre de la porte se détachèrent. La porte s'ouvrit brusquement et claqua contre le mur intérieur, révélant 2 silhouettes sombres se détachant sur la neige d'un blanc aveuglant. Ils entrèrent comme Damien s'y attendait, bas et rapide. Le premier homme à entrer était Damon Scott, le grand costaud. C'était lui qui était chargé de forcer la porte, de tout absorber et d'occuper les lieux. Il balaya la pièce du regard, son arme levée, essayant de dégager la pièce, s'attendant à trouver Damien près du feu. Mais Damien n'était pas près du feu, il était près de la porte. Scott, emporté par son élan, passa devant Damien. Damien bougea, il ne pas pour l'arme mais pour l'homme. Il enfonça son épaule gauche dans la hanche de Scott, un coup brutal qui utilisa la propre impulsion de l'homme contre lui. Scott trébucha, perdant l'équilibre. Damien était déjà en mouvement. Il n'était pas un bagarreur, mais un soldat. Il tenait son couteau de combat à l'envers. Lorsque Scott se retourna, Damien leva le couteau dans un coup violent et délibéré vers le haut, visant non pas à tuer, mais à neutraliser. Il enfonça la lame profondément dans l'art, sectionnant un muscle et une artère. Damon Scott poussa un rugissement rauque et humide de douleur et s'effondra, son arme tombant sans danger sur le plancher. Un de moins. Le deuxième homme, Jonah Reed, était déjà dans la pièce. Il n'était pas un briseur, il était le tueur. Il vit son partenaire tomber et n'hésita pas. Il se jeta pas sur Damien, mais pivota pour se précipiter vers le seul autre point d'appui de la pièce, la porte fragile de l'arrière-boutique qui s'ouvrit brusquement. Vanessa hurla « Non !» Damien cria en bougeant, mais il était trop tard. Reed traversa la petite cabane en 2 enjambées, attrapa Vanessa par les cheveux et la tira hors de la pièce sombre. Elle essaya de se débattre, mais il était nerveux et fort. Il la fit tourner sur elle-même, lui serra la poitrine d'un bras et l'écrasa contre lui, puis appuya le canon froid et noir de son pistolet contre sa tempe. La lutte cessa. Damien se figea, son couteau à la main, une ligne cramoisie coulant de la lame. Il se trouvait à 6 mètres, une distance impossible. Jonah Reed respirait bruyamment, ses yeux pâles étaient exorbités. « Lâche ça, soldat, lâche le couteau ou je peindrai le mur avec son sang. » Le chef se tenait près de la table renversée, grognant d'un son meurtrier et ininterrompu. Il fixait Reed, le corps tremblant, attendant le mot qui lui permettrait de se lancer. « J'ai dit « lâche-le !» hurla Reed en appuyant plus fort le pistolet contre la tête de Vanessa. Une impasse prévisible, mais comme aux échecs, contrôler l'échiquier est plus important que de prendre un pion. Adrian Wells franchit le seuil de la porte détruite. Il était parfaitement calme, époussetant la neige sur les épaules de son manteau en cachemire.
Il regarda Damon Scott qui gémissait sur le sol, serrant sa jambe ensanglantée. Jonah Wells soupira, la voix pleine de déception. Il regarda ensuite Damien et ses yeux bleus froids s'illuminèrent d'un amusement sincère. « Bien joué, Ranger, je suis vraiment impressionné. Mais c'est fini. » Wells s'approcha calmement et ramassa le lourd pistolet que Scott avait laissé tomber. Il le tenait avec une aisance acquise par l'habitude et le pointa directement sur la poitrine de Damien. « Maintenant, monsieur Foster, le couteau par terre ou je demanderai à Jonah de la tuer, puis je vous tuerai. Cela m'est égal, je n'aurai qu'à attendre que monsieur Lawson et le FBI trouvent eux-mêmes la clé USB. Je serai dans un autre pays à ce moment-là. Ce n'était qu'une question d'ordre. » Damien était acculé, un couteau contre 2 pistolets, un sniper dans son dos et un otage. Il regarda Vanessa qui sanglotait, les yeux fermés. « Damien, je suis désolé. » Il vit la façon dont le bras de Reed lui écrasait le ventre. Il vit la froide certitude dans les yeux de Reed, l'homme qui avait gardé le briquet de son frère comme un trophée, et il a regardé le chef. Le chien ne regardait plus Reed, il regardait Vanessa. Son dressage canin était supplanté par un instinct plus profond et plus primitif. Il pouvait sentir sa terreur et, sous cela, il pouvait sentir l'odeur familière et aimée de James. L'odeur de son maître perdu était menacée. Sa famille était menacée. Damien a vu les se contracter. Il vit son équilibre changer. Reed était concentré sur Damien. Wells était concentré sur Damien. Personne ne surveillait le chien. C'était le moment, la chance unique sur 1 million. Il croisa le regard de Reed. « Tu veux le couteau ?» dit-il d'une voix grave et grognante. « Par terre maintenant. » Damien ne rompit pas le contact visuel. Il ne regarda pas le chien. Il se contenta de prononcer le seul mot explosif de libération qui l'avait entraîné pendant des années. « Prends-le !» Ce n'était pas un cri, c'était un ordre guttural brut qui déchira la cabane pendant une fraction de seconde. Rien ne se passa, puis Chief explosa. Il était un flou de fourrure grise et blanche, un missile de rage concentré. Il ne visa pas la poitrine ou la jambe, il visa l'arme. Il se lança à travers la pièce, les mâchoires grandes, ouvertes, et frappa le bras droit de Jonah Reed avec la force d'un bélier. Le bruit était horrible, un craquement humide et lourd d'os et de tendons, suivi d'un cri aigu et inhumain de Reed. Le pistolet tira, une explosion assourdissante emplit la petite pièce, le flash de la bouche du canon aveugla momentanément. La balle partit dans tous les sens et s'enfonça sans danger dans les poutres du plafond. Reed lâcha Vanessa, il hurlait, son bras pendait, son corps était consumé par la douleur. Les mâchoires de Chief, mâchoires serrées, il se mit à secouer la tête dans un mouvement violent et prédateur. Vanessa se libéra et se précipita derrière la cheminée. Au moment où le coup de feu retentit, Wells tressaillit et ses yeux se posèrent sur le chien pendant une seconde fatale. C'était tout ce dont Damien avait besoin. Il ne lança pas le couteau, il bondit pendant que Wells était encore en train d'analyser la nouvelle menace. Damien couvrit la distance. Ce n'était pas un coup de CQC, c'était une collision brutale et violente. Il percut poitrine de Wells. Le pistolet que Wells tenait lui échappa des mains et roula dans un coin sombre. Le masque de la civilisation avait disparu. Wells était fort, se battant avec le désespoir sauvage d'un cadre acculé. Il griffa le visage de Damien, mais Damien était animé par 3 mois de chagrin, par l'image de son camion en feu, par l'argent froid du briquet de son frère. Ce n'était pas un combat, c'était un exorcisme. Il esquiva un coup violent, passa son bras autour du cou de Wells et le serra dans une prise d'étranglement bien rodée. Il serra, coupant l'air, ses muscles brûlants à l'effort. Wells se débattait, ses chaussures coûteuses tambourinant sur le sol. Mais Damien tint bon, sa rage un feu froid, pur et juste. Il tint bon jusqu'à ce que la lutte s'affaiblisse, puis que le corps inerte de Wells inconscient de Wells, s'effondra sur le sol. La cabine fut soudainement plongée dans un silence choquant. Les seuls bruits étaient les sanglots de Vanessa dans un coin, les gargouillis humides et agonisants de Damon Scott et les grognements furieux et humides du chef qui avait toujours les mâchoires serrées sur la manche, sur le bras brisé de Jonah Reed. Damien se tenait au milieu des débris, la poitrine haletante, le corps tremblant. Il regarda le chaos, il regarda Vanessa, vivante, le chef, le protecteur. Il était vivant, ils étaient en vivant. La victoire était leur et leur seule. Le silence était profond, seulement rompu par la respiration saccadée de Damien et Vanessa, les gémissements de Damon Scott allongé là, ensanglanté, et le grognement grave et satisfait du chef. La cabine, théâtre d'une violence brutale, était en ruine. La porte ne tenait plus par un seul loquet brisé. La table était renversée, et l'air était chargé de l'odeur âcre de la poudre à canon et du goût métallique du sang.
Damien relâcha son emprise sur Adrian Wells, le corps de l'homme. S'effondra inconscient sur le sol à côté de Damon Scott, le chef qui gémissait, les mâchoires toujours fermement serrées sur le bras brisé de Jonah Reed. Il poussa un dernier grognement d'avertissement avant de relâcher lentement et à contre-cœur son emprise sur Reed, le visage déformé par la douleur, recroquevillé en boule, serrant son membre mutilé. Damien se dirigea d'abord vers Vanessa. Elle était toujours recroquevillée derrière la cheminée, le corps tremblant mais les yeux grands ouverts et remplis de larmes fixés sur lui. « Tu es blessé ?» demanda-t-il d'une voix rauque, la gorge douloureuse. Elle secoua la tête, laissant échapper un petit sanglot étouffé. « Non, non, juste effrayée. » Il tendit la main et elle la prit, sa poigne étonnamment forte. Il la releva doucement et balaya la pièce du regard, remarquant les 3 hommes à terre, 2 inconscients et un en train de se vider de son sang. « Reste là, ordonna-t-il au chien, qui avait encore le poil légèrement hérissé, et se positionna entre Vanessa et les hommes vaincus. Damien trouva de la corde dans son sac à dos déballé, fine mais solide. Il attacha les mains et les pieds de Wells, puis fit de même pour Reed, ignorant les gémissements de douleur de l'homme. Gémissements douloureux de Reed. Damon Scott perdait trop de sang pour être une menace. Damien se contenta de lui attacher les mains et de lui faire un garrot rudimentaire à la jambe pour arrêter le plus gros du saignement. Il n'un tueur, il était un ranger, la mission était terminée. Il retourna vers Vanessa. Elle avait une longue égratignure superficielle à l'avant-bras, là où Reed l'avait traînée. Il la nettoya avec de l'eau en bouteille provenant de son sac à dos et la banda soigneusement. 15 minutes plus tard, la cabane était toujours calme. L'adrénaline quittait lentement le corps de Damien, le laissant complètement épuisé, tous ses muscles protestants. Il s'appuya contre la cheminée, le fusil appuyé contre le mur, les yeux fixés sur le chaos. Vanessa était assise à côté de lui, Chief à ses pieds, une image silencieuse de survie partagée. Ils étaient en vivant, mais toujours piégés. La tempête à l'extérieur s'était transformée en une légère chute de neige, mais le sentier était impraticable et les hommes de Wells, ou du moins leur voiture, étaient toujours là-bas. Puis un nouveau bruit a coupé le vent. Ce n'était pas le grondement lointain des SUV, mais un bourdonnement plus profond et plus puissant qui devenait de plus en plus fort. C'était le bruit distinct de plusieurs moteurs lourds se déplaçant rapidement et délibérément dans la neige. Damien releva brusquement la tête. Le chef qui se reposait bondit sur ses pieds, un gémissement interrogateur dans la gorge. Le bruit s'amplifia, devenant un crescendo rugissant. Des lumières, non pas les faisceaux perçants des véhicules de luxe de Wells, mais plus larges et plus utilitaires, qui commençaient à inonder la clairière. « Qu'est-ce que c'est » murmura Vanessa, la voix empreinte d'une nouvelle peur. Damien se dirigea vers la porte brisée et regarda dehors. Ce qu'il vit lui coupa le souffle. Plusieurs véhicules tactiques surblindés, imposants, recouverts de neige fraîche, envahissaient parcelles la clairière. C'était le genre de véhicule utilisé par les agences fédérales, pas par les forces de l'ordre local. Des hommes en tenue d'hiver lourde, armés de fusils d'assaut, se déployaient en éventail, leurs mouvements précis et entraînés. Le FBI, soupira Damien, sentit une vague de profond soulagement le submerger, si intense qu'il faillit fléchir les genoux. Il entendit des cris provenant de l'extérieur des ordres donnés. Une équipe se dirigeait déjà vers la crête. Un coup de fusil retentit au loin dans les bois, puis le silence revint. Brett Morgan, le tireur d'élite, avait été neutralisé. Un instant plus tard, une silhouette franchit la porte en ruine de la cabane. C'était un homme d'une 40aine d'années, à l'allure sérieuse et au regard vif et intelligent, qui embrassa immédiatement la scène du regard, le ranger épuisé, la femme enceinte, le chien vigilant. C'était Henry Lawson, l'agent du FBI. Il regarda Damien, puis Wells, puis le briquet Zippo, toujours posé sur la table, et hocha lentement la tête d'un air sombre. « On dirait que vous avez eu une nuit mouvementée. Le ranger épuisé, la femme enceinte, le chien vigilant. C'était Henry Lawson, l'agent du FBI. » Il regarda Damien, puis Wells, puis le briquet Zippo, toujours posé sur la table. Il hocha lentement la tête d'un air sombre. « On dirait que vous avez eu une nuit chargée, monsieur Foster. »« Il a assassiné mon frère, » dit Damien d'une voix neutre. « Il est venu pour les données de James. » Lawson s'agenouilla à côté du inconscient de Wells. « Nous savons que James était un homme bon et très intelligent. Il a travaillé avec nous pendant des mois. Il soupçonnait Wells d'utiliser son entreprise pour blanchir de l'argent et se livrer à d'autres activités peu recommandables. » Lawson leva les yeux vers Vanessa. « Votre appel il y a 2 semaines a été précieux, mademoiselle Brooks. Il a confirmé tout ce que James nous avait dit.
Nous surveillions Wells, mais nous ne pouvions pas agir tant que nous n'avions pas de preuves définitives de son implication dans certains transferts internationaux et de l'emplacement physique du serveur que James était en train de copier. Vous n'étiez donc pas venu pas nous secourir, dit Damien avec une pointe d'amertume dans la voix. Non, monsieur Foster, répondit Lawson, le regard fixe. Nous venions faire le ménage. Nous étions déjà en position dans la région, prêts à intervenir. Le plan de votre frère était ingénieux. Il nous a donné suffisamment d'informations pour monter un dossier, mais il a crypté les données essentielles, sachant que Wells viendrait les chercher lui-même. La tempête de neige nous a retardés, mais l'opération était déjà en cours. Nous avons détecté le convoi de Wells quand il a quitté Masula. Nous venions le chercher de toute façon. Les agents du FBI ont agi avec une efficacité discrète, sécurisant le périmètre et appréhendant Wells et ses hommes restants. Ils ont trouvé le pistolet de Scott et le couteau de Damien. Ils ont photographié la scène alors que l'agitation commençait à s'estomper. Vanessa a soudainement levé les yeux écarquillés. « Le jouet », a-t-elle murmuré. James a dit qu'il avait caché le jouet ici. Les données. Damien, désormais calme, a regardé le chef. Le chien se reposait à ses pieds, ne se montrant plus menaçant, mais toujours alerte, observant les nouveaux visages. Chef Damien a dit d'une voix douce, presque un murmure, « Trouvez le jouet ». Les oreilles lessin du chien a remué les oreilles et a donné un petit coup de queue hésitant. Il s'est levé, s'est étiré, puis s'est dirigé calmement vers la cheminée. Il a reniflé le foyer en pierre brute, puis a gratté légèrement une pierre du foyer qui bougeait, balayant une couche de cendre. Damien s'est agenouillé. La pierre était effectivement lâche. Il l'a retirée et, dans la petite cavité sombre en dessous, se trouvait une petite clé USB noire bien nichée. Il l'a brandie. Elle était discrète, banale, mais elle contenait la vérité, la preuve, la justice pour James. Il la tendit à Henry Lawson. C'était pour cela qu'il était mort. Lawson prit la clé USB, l'air sombre. Il ne saurait pas être oublié. Monsieur Foster et Wells paieront pour ce qu'ils ont fait. 6 mois plus tard, le rude hiver de l'Idaho avait laissé place à un printemps magnifique et éclatant. La neige avait fondu, révélant le sol de la forêt recouvert d'une nouvelle végétation verte et de fleurs sauvages. La cabane n'était plus une ruine, c'était une maison. Damien Foster, plus mince mais avec une nouvelle lueur dans les yeux, se tenait sur le porche nouvellement construit. Il portait une chemise en flanelle usée, les manches retroussées révélant des avant-bras forts et musclés. Les rides de chagrin autour de ses yeux avaient s'étaient adoucies, remplacées par une paix calme et déterminée. Le porche était fait de pin frais non peint, et, au-delà, un petit jardin vibrant commençait tout juste à fleurir. L'air sentait la terre humide et la nouvelle vie. À côté de lui se tenait Vanessa Brooks. Elle semblait radieuse, en bonne santé et sereine. La terreur qui hantait autrefois ses yeux avait laissé place à une douce chaleur. Elle tenait un petit paquet enveloppé dans une douce couverture bleue. Leur fils nouveau-né, rare, il était minuscule, parfait, et complètement inconscient des batailles qui avaient été menées pour son existence. Il gazouillait doucement, tendant sa petite main pour attraper le doigt de Vanessa. Damien tendit la main et caressa doucement la tête incroyablement douce de Ray. C'était l'héritage de James, sa rédemption. À leurs pieds, confortablement allongé sur le bois chaud et ensoleillé du porche, gisait Chief, le vieux chien policier. Sa fourrure gris-argentée brillait dans la lumière printanière. Il était enfin au repos. Il n'était plus un soldat en patrouille, mais un gardien. Sa tête reposait sur ses pattes, mais ses yeux intelligents étaient ouverts et observaient le monde. Il était vigilant comme toujours, mais sa vigilance avait désormais une qualité différente, une protection paisible et satisfaite. Il regarda Damien, puis Vanessa, et enfin le petit paquet dans ses bras. Il poussa un soupir doux, presque imperceptible, un son de paix profonde. Sa nouvelle famille s'y était en sécurité et il la protégerait toujours. Cette histoire nous rappelle que même après la tempête la plus dévastatrice, la vie trouve le moyen de se reconstruire, souvent d'une manière que nous n'aurions jamais imaginée. La véritable loyauté, comme la présence silencieuse et constante d'un chien comme Chief, n'est pas seulement une question de protection. Ce fondement même de la guérison est le début d'une nouvelle famille. Si des histoires comme celle-ci, qui explorent le lien profond et indestructible entre les vétérans et leurs fidèles compagnons, vous touchent, nous espérons que vous vous abonnerez et ferez partie de notre communauté. Votre soutien à travers vos likes et vos partages nous permet de continuer à donner vie à ces récits. Nous serions très honorés si vous pouviez partager dans les commentaires ci-dessous une pensée sur un moment de loyauté qui a changé votre perspective. Le voyage ne pas nécessairement s'arrêter là.
Notre toute dernière histoire vous attend dès maintenant. Cliquez simplement sur la vidéo que vous voyez à l'écran.